Dernier soir avant le jour J, Winston Churchill, le Premier ministre anglais, et Dwight Eisenhower, le général en chef américain, ont tenu à venir saluer ceux qui vont se battre et probablement mourir pour la liberté. Anglais, Américains, Canadiens, ils sont entre 15 et 20 000, tous volontaires pour débarquer au petit matin du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Sur ces barges, il y a 177 Français, les fusiliers marins, commandés par Philippe Kieffer, un chic type dit de lui l'aumônier du commando, qui débarque avec eux, armé de son seul missel et de sa croix, un certain René de Noroy. Je suis monté sur le pont, au lever du jour en particulier, et j'ai découvert l'immensité de la mer, couverte de bateaux de guerre, de cuirassés, de croiseurs, de torpilleurs, contre-torpilleurs, petits bateaux, grands bateaux. C'était quelque chose de saisissant. Un spectacle inoubliable. Tout d'un coup, j'ai vu une gerbe d'eau, comme un obus qui se tombait dans l'eau. Préparez-vous à débarquer, nous entrons dans la zone dangereuse. Nous allons, si je puis dire, sauter dans la mer, avec de l'eau au moins jusqu'à la ceinture, gagner la côte et puis attaquer. Sur la plage, nous avons reçu l'ordre d'arriver devant le casino, transformé en forteresse par les Allemands, et qui donc tiraient avec des canons de gros calibre sur les plages et sur les bateaux qui continuaient de débarquer des munitions, des renforts, n'est-ce pas? Donc très dangereux. Il fallait absolument capturer ce casino. Le médecin a été tué sous mes yeux. Robert Lyon, un ami intime pour moi. Nous étions tous les deux sur le même blessé, qui avait une balle dans la tête et qui était mourant. Le médecin est arrivé, il y avait des camarades à côté qui appelaient « L'aumônier, le docteur, le Toubib, Lyon, où est-il? Appelez-le. Monsieur l'aumônier, venez par ici. Un tel a été touché, il s'appelait Reynaud. » J'ai eu le temps de lui dire « C'est l'aumônier. » À ce moment-là, sa tête a basculé vers moi. Est-ce qu'il était déjà mort ou est-ce qu'il m'a reconnu? Je ne sais pas. Quel est le pire souvenir pour vous de cette journée? Je ne sais vraiment quoi répondre. Je me rappelle un moment de soulagement extraordinaire dans la soirée, quand nous avons vu beaucoup d'avions anglais venir lâcher par parachute des renforts et des approvisionnements. Alors là, nous avons éprouvé une grande détente, le sentiment que nous avions gagné à la partie pour cette journée-là. C'était une victoire. Mais jusque-là, que voulez-vous, il n'y a pas eu de détente, c'était l'enfer sans nuance. 10 000 hommes sont tombés sur les plages de Normandie au jour J. Mais dans la brèche ouverte au prix de leur vie, toute l'armada alliée s'est engouffrée jour après jour. « 1er août 1944, sur la plage du Tabitch, débarque la 2e division blindée derrière son chef, Leclerc. Dans les premiers engagements, celle-ci perd son médecin, François Jacob, blessé à Mortain. On descendait et on voulait remonter pour fermer la poche où étaient les Allemands. Et les Allemands, ça a été la dernière contre-attaque allemande. Ils ont essayé de marcher à l'ouest pour couper cette descente du groupement des armées pattonnes. Ils sont passés une première fois. Alors tout le monde s'est planqué, sauf ce type qui était un officier de mon régiment, ma compagnie, qui a été blessé. Donc j'ai commencé à m'en occuper, à nettoyer. Hein. Puis les avions sont revenus. Et alors tout le monde s'est planqué. Le type m'a dit « Ne me laisse pas ». Alors je ne l'ai pas laissé, je me suis couché dessus et je me suis fait ramasser avec mes éclats. J'ai ramassé une centaine d'éclats de grenades, absolument tout le côté. C'était des grenades lancées par avion, vous savez, antipersonnel. J'en ai plein de corps, on m'en a enlevé la moitié, mais j'en ai encore partout. Ce qui ne me dérange pas tellement, mais j'ai le coude qui a explosé, j'ai une fracture de cuisse, enfin,
j'en ai partout. Là, d'être parti en 40 et avoir fait tout le truc et se retrouver à l'hôpital par une grenade en débarquant, là, c'était en débarquant en France, ça c'était dur, très dur. J'avais arrêté mon peloton après cette première journée tumultueuse, hein, en sécurité, dans un chemin creux. J'étais à droite, dans ma tourelle. Il y a mon tireur, qui était aussi mon ordonnance, le Spahis Moreau Léonce, un bon Morvandiau, qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Mon lieutenant, on vous demande. » Je me penche, mon père et ma mère. Sur la place de Louvigné, les Alliés. Ma mère, comme toutes les mères et filles de France, va au-devant des Américains. Ça ne pouvait être que les Américains. Elle arrive, elle fait ah, un Français. Hein. Alors, comme une mère ne doute jamais de rien, elle dit « Vous connaissez pas deux frères, Fred et René Moore ?» Le gars lui dit « Madame, je suis toujours ému, excusez-moi. Madame, le lieutenant Moore, 5e escadron, il est à côté. » Voilà comment mes parents m'ont entendu. Bon, enfin bref. C'est ici, sur le sol de France, que la bataille se joue. La Wehrmacht livre des combats acharnés pour barrer la route des Alliés. Dans cette bataille, la capitale française n'est pas une priorité. Mais Paris est au bord de l'insurrection. Le 18 août, le colonel Rolh Tanguy, chef régional des forces françaises de l'intérieur, les FFI, décrète l'insurrection générale. Paris se bat. Alors il faut lui venir en renfort. Toute la 2e DB piaffe d'impatience, stoppée à 200 km de là. Enfin, Leclerc reçoit l'ordre de foncer. Le 23 août, à 6 h du matin, 4000 véhicules, 400 chars et engins s'ébranlent. Toute la 2e DB. On m'a chargé d'aller, en fait, libérer l'école militaire, enfin, être en pointe sur l'école militaire. À l'école militaire, j'ai envoyé pas une section, 2 AM, un groupe, sur le boulingrin de gauche, 2 AM sur le boulingrin de droite. Moi, c'est passé un peu dans le milieu, avec le reste. On s'est fait tirer d'un peu partout des fenêtres de l'école militaire. J'ai heureusement ma blindée de gauche qui a repéré un canon anti-char dans l'axe la porte centrale, là, à côté là. Et on a vu après que c'était servi par un officier, d'ailleurs. Quel officier a sauté avec son canon quand on l'avait foutu en l'air. C'est lui qui l'avait foutu en l'air ? Ah oui. Pendant longtemps, je regardais à chaque fois que je passais là, tous les éclats sur l'école militaire sont signés Peloton Moore. Hein. Bataille militaire, combat de rue, l'armée de la France libre et l'armée de la résistance font ici leur jonction. Et c'est leurs chefs, Leclerc et Rolh Tanguy, qui recevront ensemble la reddition du général von Choltitz, le gouverneur allemand. J'apprends que Paris est libéré. Et alors, je réquisitionne une voiture et je file sur Paris. Et nous sommes arrivés au ministère de l'Air. Il y avait juste le général Valin, et il y avait un commandant qui était là aussi, et moi. Et alors, Valin me dit, il faut absolument faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai monté là-haut en pleurant tout le monde. Encore maintenant, je suis ému. Et au moment où je monte le drapeau, un clairon, cite en face, sonne la Marseillaise. Sous-secrétaire d'État à la guerre en 1940, l'homme du 18 juin rejoint son bureau du ministère rue Saint-Dominique. Mais le général de Gaulle retrouve sa capitale. Le 26 août 1944, lorsqu'il descend les Champs-Élysées, le peuple de Paris est au rendez-vous. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. Strasbourg maintenant, où Leclerc compte bien tenir le serment de Koufra. La 2e DB marche sur l'Allemagne. Mais Yves de Daruvard n'aura pas la chance d'y entrer.
Blessé, c'est à l'hôpital, avec toutes les gueules cassées qu'il va suivre les exploits de la 2e DB jusqu'à Berchtesgaden, le nid d'aigle d'Hitler. Quand ils sont rentrés à Berchtesgaden, ils ont trouvé toute la bibliothèque de Hitler, avec tous ses diplômes de citoyens d'honneur de toutes les villes allemandes, sa cave avec des vins extraordinaires, des liqueurs, etc. Un tas de souvenirs marqués de la croix gammée. Eh bien, Leclerc a fait confectionner des colis pour tous ces blessés qui nous ont été distribués dans les hôpitaux. J'ai un diplôme d'une ville allemande nommée Hitler citoyen d'honneur. Nous avions 1 ou 2 bouteilles excellentes de liqueur ou de vin et d'autres objets de souvenirs de Berchtesgaden. C'est une attention extraordinaire de la part de Leclerc d'avoir pensé à ça. Paris, Strasbourg, Berchtesgaden, la gloire s'accroche à Leclerc et à la 2e DB. De son côté, la division française libre qui débarque en Provence le 15 août, essentiellement composée des engagés de 40, va connaître un destin beaucoup moins flamboyant. Je pensais que je ferais une entrée triomphale dans Toulon. J'avais un petit éclat de vision, je m'étais mis un gros poisson sur la tête avec plein de mercure au corps. On pensait qu'on serait acclamé par la foule, mais personne, les Toulonnais, bien sûr, s'étaient repliés devant l'ardeur des bombardements. Voilà, et puis ensuite, nous avons continué à remonter la vallée du Rhône, et puis on a retrouvé les combats dans les Vosges, dans l'Alsace, dans l'Île-Valde, au moment de Célestat. Et alors, au mois de mars, nous avons été envoyés dans les Alpes. Alors ça, nous l'avons tous très mal vécu. Parce que ce que nous voulions, c'était entrer en Allemagne. D'ailleurs, nous étions sur le bord du Rhin. J'ai fait tirer sur des chars allemands. Il y en avait une dizaine, là. Ça leur est tombé en plein dessus, et qui étaient en train d'essayer de s'embarquer. On n'avait plus qu'à traverser l'Allemagne, tranquille. Au lieu de nous laisser entrer en Allemagne, que les autres ont fait Rhin et Danube, on nous envoyait nous faire magibler dans les Alpes, où ça a été très dur. Chef de guerre, chef d'État, le général de Gaulle a besoin que s'impose la fiction d'une France qui n'a jamais cessé le combat s'il veut rejoindre les Alliés à la table des vainqueurs. Et c'est l'armée tout entière qui doit avoir gagné la guerre. Alors les Français libres, qui ne constituent plus qu'une seule division dans l'armée du général Delattre de Tassigny, doivent rentrer dans le rang. L'armée de l'ombre va connaître le même sort. Dans les combats pour la libération, son engagement est total. Pourtant, lorsque le général de Gaulle vient à Toulouse, capitale d'une région emblématique de la résistance, c'est une douche froide qui attend le chef régional des forces françaises de l'intérieur. En bref, de Gaulle m'a expliqué que c'était le bordel dans la région de Toulouse, que les communistes y régnaient, qu'il y avait un désordre fou. Alors quand je lui ai dit « Mais regardez comment vous avez été accueillis, c'est une ville parfaitement pacifique, il n'y a pas le moindre désordre, nous tenons tout en main, les choses se font pacifiquement, le commissaire de la République est aidé par nos FFI, qu'est-ce que vous voyez de mal dans ce que nous faisons ?» Alors, le lendemain, dimanche, il y a eu un défilé de nos FFI pour lui rendre hommage. Et donc, j'étais juste derrière De Gaulle. Il y avait De Gaulle, au premier rang, et moi j'étais derrière. Et donc, je lui ai présenté les troupes. Et là, il regardait tout ça avec... sans manifester le moindre sourire, la moindre curiosité. Évidemment, nos FFI étaient dépenaillés. Personne ne leur avait fourni des uniformes. On était une armée sortie de terre. Il y en avait qui n'avaient même pas des bonnes chaussures. Ils avaient des brassards. Ils n'avaient pas d'uniforme. Alors, aucun sentiment de sympathie pour tous ces gens-là. C'était quand même des braves types qui avaient fait leur devoir. Par la suite, je me suis posé la question de savoir pourquoi De Gaulle s'efforçait d'éliminer la résistance. Je pense que De Gaulle était dans les situations d'un émigré. De Gaulle avait vécu toute la guerre hors de France. L'homme de Londres doit à présent s'imposer à tous. Il doit aussi réconcilier la France avec elle-même. Et pour cela, laisser naître une autre fiction, celle d'un pays de 40 millions de résistants, au prix de ce que Ravanel appellera l'esprit de la résistance. La résistance avait une image d'un pays qui renaît, et autour d'une jeunesse. Jeunesse non seulement dans l'âge, mais jeunesse dans l'esprit. Autrement dit, c'était une jeunesse ouverte
qui avait confiance dans la France, qui avait confiance dans l'avenir, qui était porteuse d'immenses qualités. C'était des gens... il n'y avait pas de corruption dans la résistance. Ils ne se battaient pas pour de l'argent. Ils ne se battaient pas pour des places dans un futur gouvernement ou d'autres choses. Ils se battaient parce que c'était la règle, parce qu'il fallait se battre, que c'était la France, que c'était beau, c'était esthétique. On faisait des choses bien et on était content de faire des choses bien. Et c'est, je crois, le grand tort qu'ont eu les nouvelles autorités de l'époque de ne pas comprendre ce phénomène. La guerre est finie. Au défilé de la victoire, rien ne distingue la division française libre du reste de l'armée française. Ainsi, la France tout entière a résisté et gagné la guerre. Il faut maintenant tourner la page. C'était une parenthèse dans notre vie. Une parenthèse qui a compté, très précieuse, mais une parenthèse. Et je suis rentré à Toulouse et j'ai dit à tous les types sur lesquels j'avais de l'influence, qui étaient capitaines, commandants, quelquefois lieutenant-colonel, vous dégagez, vous reprenez votre boulot. Toi, tu étais artisan menuisier, tu reprends ça. Toi, tu étais instit, tu reprends l'école. C'est pas notre affaire, ça. On m'a donné 2 mois de solde, on m'a dit de la route. Maintenant, il faut trouver du boulot. Alors, je suis rentré dans la ville où j'étais. Les places étaient toutes prises par les résistants de l'intérieur. Alors, j'ai dit, je vais aller m'inscrire au chômage. On était là. J'avais des uniformes, mais je n'avais pas de vêtements civils. Il fallait des tickets pour avoir des tissus. Alors, j'avais une capote kaki, je l'ai fait teindre en marron. C'est comme ça que les combattants ont été reçus. Pour devenir médecin, il faut passer d'un certain nombre de concours qui s'appelait l'externe des hôpitaux, l'internat des hôpitaux. Alors, mon premier concours d'externat, qui était le premier, c'était en septembre 1939, il a été annulé à cause de la guerre. Alors, quand je suis revenu, la plupart de mes copains étaient internes des hôpitaux. Et quand j'ai commencé à me lever, là, je suis allé à l'assistance publique et je leur ai demandé l'autorisation de me présenter à l'internat sans être externe. Là, ils sont tombés du haut mal. Ça n'était jamais arrivé et il n'était pas question que cela arrivât, donc j'ai pas pu. Et là, j'ai décidé, je ne ferai pas de médecine, je ferai autre chose. Moi, ensuite, nous arrivons après la libération. Au retour, Madame O me renvoie à l'école. Et alors, en classe, il y a le directeur qui vient me chercher et il m'amène dans son bureau. Et là, je me retrouve face à face avec un homme qui a des étoiles, là, ça doit s'appeler un général. Le directeur me présente Lazar Petkovitch, et le général Joinville me dit bien, Lazar Petkovitch, la phrase rituelle au nom des pouvoirs qui me sont dévolus, je vous fais compagnon de la libération. Hop, on se fait la bise, puis c'est tout, hein. J'enlève ma croix parce que je n'allais pas rentrer en classe avec les copains et je l'ai mis dans ma poche. Et les copains n'ont jamais su que je vais être fait compagnon de la libération dans le bureau du directeur. Vous n'imaginez pas, dans ma famille, ma propre famille, je suis encore au lit. Il y a des ménages où j'ai pas... non seulement j'ai pas le droit de citer, j'ai pas le droit de frapper à la porte. Pourquoi? Parce que je suis un traître et un lâche, ouais, et que je n'ai pas suivi Pétain. Je me suis très bien rendu compte, en examinant l'armée en 1945-1946, que les Français libres dans l'armée étaient très peu nombreux. Et je me suis rendu compte que, d'une part, ils étaient très peu nombreux, mais d'autre part, c'était des reproches vivants pour tous les autres. J'avais touché à moi, mais des camarades qui ont été brimés, terriblement brimés, des jeunes officiers en général, qui ont été brimés parce qu'ils avaient servi la France libre. Il se trouve que l'armée n'a pas voulu de moi. Ils m'ont montré rapidement que j'étais un intrus.
Et donc j'ai fini par en démissionner. Quand je suis passé devant le Conseil de réforme, il y en a un qui a été un petit peu plus futé, qui a dit « Mon général, puis-je poser une question au capitaine Blazy? Depuis quelle date il n'est plus membre du Parti communiste ?» Il dit « Je vous interdis de poser une telle question. » La politique reprenait ses droits. Le général de Gaulle se retire en janvier 1946. Churchill dénonce le rideau de fer, la guerre froide commence et les anciens résistants communistes, qu'ils le veuillent ou non, ne sont plus dans le même camp. J'avais la Légion d'honneur, la médaille du combattant volontaire, la médaille de la résistance, compagnon de la libération. Enfin, j'étais le seul qui était banané. Il n'y en avait aucun autre. C'est à l'hôtel Lutetia que furent accueillis tous ceux qui avaient été déportés de France. Longtemps, Lazar Pitkovitch y a passé ses journées. J'y ai été moult fois. Je cherchais mes parents, ça va de soi, car je le dis bien, encore à cette époque-là, enfin c'est mon cas, je ne sais pas pour les autres, je ne savais pas, je ne connaissais pas encore l'histoire des chambres à gaz et des fours crématoires. Et donc j'allais attendre mes parents le retour, parce qu'il y en a quand même qui sont revenus, quelques-uns. Des 75 000 juifs partis de France en 4 ans, 2300 sont revenus. J'ai reçu le témoignage du musée de Auschwitz. Je l'ai, j'ai la lettre. Auschwitz me faisant savoir que 3 mois après, mon père avait été gazé. Par contre, je n'ai pas à ce jour pu faire encore le deuil de ma mère et de ma sœur. On a démoli le Veldiv et les cris et les pleurs se sont tus. Non loin de là, la place qui commémore la mémoire des martyrs de la Grande Rafle se trouve sous le pont de Bir Hakeim, dont le nom n'évoque plus qu'une station de métro dans un quartier paisible de Paris. Quand vous prenez les manuels scolaires sur la Deuxième Guerre mondiale, Mathelem est 3e, et j'en ai fait le dépouillement. Dans 3 sur 6, on ne parle même pas de Bir Hakeim. Dans 5 sur 6, on ne parle pas de Koenig. On parle des FFL dans 3 sur 6. Alors comment voulez-vous qu'ils se transmettent un souvenir ou une mémoire, alors que dans la classe, tout est comprimé et que les gosses n'apprennent rien? Aujourd'hui, c'est important d'être compagnon de la Libération ou d'appartenir à ce groupe? D'être compagnon, oui, c'est pour moi que ça compte. C'est vrai. Et pourquoi? Parce que, justement, je pense que... Comment vous dire ça? Je pense ceci, sur le fond. En dehors des aspects de vanité personnelle qui jouent toujours. Je pense qu'une des choses les plus intéressantes de la résistance, c'est le fait que dans des situations qui sont totalement exceptionnelles, où tout le monde est dérouté, où ça craque, où entre le passé et ce qui est en train de se faire au présent, il y a un monde. Il y a une espèce de fossé formidable. Dans ces cas-là, il y a des gens, pas nombreux, qui n'ont rien de particulier, a priori, ni sur le plan de leur métier, ni sur le plan de leur personne. Monsieur tout le monde, un petit artisan, un commerçant, un intellectuel, pas de premier plan, et qui tout d'un coup vont se révéler des êtres absolument exceptionnels. Que s'il n'y avait pas eu ça, ils n'auraient rien fait de particulier. L'artisan aurait fait ses chaises, le prof aurait fait ses cours, rien ne les distingue du commun. Mais tout d'un coup, ces êtres du commun
On s'aperçoit, à cause de ces événements et de la façon dont ils réagissent, dont ils prennent en main les choses, qui sont bâtis d'une façon absolument extraordinaire, qui sont des chefs, qui sont des types qui peuvent prendre des décisions, qui n'hésitent pas une seconde à mettre tout en jeu, leur fric, leur famille, tout, pour ça. Révélation. Ils sont les derniers compagnons de la Libération. Ceux qui le peuvent encore se retrouvent le 18 juin au Mont-Valérien, où tant des leurs furent fusillés. Dans la crypte reposent 15 hommes et femmes, martyrs de la résistance et soldats de la France libre. Quand le dernier compagnon s'éteindra, c'est ici, à leur côté, qu'il sera porté.